Nous sommes le 19 décembre 2016. Kabila a un fin mandat. M. Tshisekedi fait un discours qui nous a laissé, moi personnellement, un goût amer. Il nous demande de ne pas descendre dans la rue, il nous demande de rester calme. Ce jour-là, si Tshisekedi nous avait laissé agir, je crois qu'on ne parlerait plus de Kabila. Et il nous précisera qu'il n'y a pas longtemps que Tshilombo était ici, même s'il nie aujourd'hui qu'il me rencontre. Il était ici pour la dernière fois avec le conseiller spécial de M. Sassou Nguesso, M. Abbas. Moi, Kabila, je pensais que c'était pour régler définitivement les questions des obsèques de son père, mais il vient d'entrée de jeu, il me demande pourquoi j'hésite à le nommer Premier ministre, si c'est sa tête qui me faisait pas mal, qui me faisait mal. Alors moi, Kabila, j'ai arrêté cette conversation immorale. Kabila a eu, j'allais dire, aussi de son côté le courage de me dire que ses relations avec l'UDPS ne dataient pas de ce jour-là qu'on se voyait. Ah bon? Ah oui, il m'a dit que nous nous rencontrons dans des capitales européennes, mais je n'ai jamais voulu médiatiser ces rencontres à la demande des intéressés eux-mêmes de l'UDPS. Tshibala a trahi la mémoire de M. Tshisekedi pour avoir trahi le testament, le tout dernier testament de M. Tshisekedi. Et donc, il ne peut pas se réclamer de Tshisekedi aujourd'hui. Il voulait le pouvoir, il voulait les biens matériels, tout le contraire de la vie de M. Tshisekedi, eh bien, il a ça. Ta position dans les futurs dépend de ta vision dans les présents. Est-ce que tu le sais? La connaissance te placera au-dessus de ta génération. Tu risques de perdre le peu que tu possèdes en t'attachant à ceux qui n'ont rien à perdre. Alors sois prudent. Bato bozadi na dibanda ya mboka boyeba bobunda pona mboka mboka ezala bomoko bomoko ya mboka Parce que l'actualité abonde, les marches du CLC, les morts d'un côté, la police qui réagit de l'autre. Que se passe-t-il aujourd'hui en République démocratique du Congo avec ce ballet diplomatique de chefs d'État? On parlait dans cette émission la machine à voter de Nanga dans cette campagne où il invite les acteurs politiques. Il en a invité d'ailleurs un qui est sur ce plateau avec nous, avec qui nous allons décrypter l'actualité. Tous les sujets qui fâchent, même au sein de l'UDPS, nous allons décortiquer avec une figure de proue. Les uns l'appellent descendant de Tian Tshisekedi, de l'idéologie de Tshisekedi. Pour les autres, celui d'ailleurs par qui devrait passer les changements démocratiques du Congo. Le classique, l'intransigeant, Valentin Moubaki. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je me porte bien, merci. Je me présente comment aujourd'hui? Descendant, comme je l'ai dit, de Tshisekedi, toujours conseiller politique de Tshisekedi, non, ou probable président de l'UDPS? Non, je ne suis plus conseiller politique de quelqu'un qui n'existe pas. Mais il faut noter tout de suite que deux mois avant sa mort, le 25 novembre 2016, M. Tshisekedi m'avait nommé coordonnateur principal de l'équipe gouvernementale de l'UDPS. Donc une sorte de premier ministre maison. Ça voulait tout dire. 2 semaines avant que nous commencions les négociations à la Cinco. Mais avant d'aller plus loin, permettez-moi d'abord de justifier ma présence depuis un certain temps dans votre journal, le vrai journal. Parce que vous faites du bon travail. Merci beaucoup. Et nous apprenons que vous faites l'objet de beaucoup de menaces. Oui. Des menaces barbares et même très vilaines de certaines, que dirais-je moi, de certains coins du pouvoir en place et qui essaient de vous intimider. Notre présence dans votre journal témoigne de notre soutien. Trouvez dans notre présence ici le soutien dans tout ce que vous faites, parce que vous faites du bon travail. Et je vous félicite parce que la peur a changé de camp. Bravo pour le travail que vous faites. Vous devez donc vous en féliciter. Merci et beaucoup. Nous tous ensemble. Merci beaucoup, ça me va au cœur. Alors, s'agissant de votre question, eh bien, nous sommes bien sûr les descendants idéologiques de M. Tshisekedi et nous en sommes fiers, puisque passer presque 3 décennies aux côtés d'un grand homme comme Tshisekedi et bénéficier sans discontinuité de sa confiance, ça veut dire que vous valez quelque chose de très grand. Et c'est ce que nous avons été très humblement aux côtés de ce grand homme-là. Nous nous en félicitons donc et nous avons pris l'engagement, et nous le réitérons aujourd'hui, de continuer l'œuvre qui nous a laissé, le travail de l'avènement d'un état de droit démocratique dans ce pays.
C'est ça le travail que nous faisons. L'UDPS, hein? Vous êtes de quelle aile? Il n'y a pas d'aile à l'UDPS. El Tchibala, El Félix Tshisekedi Tshilombo. Où c'est ces deux ailes-là qui battent du plomb? Il n'y a pas d'aile à l'UDPS. On a vu une année de Tshisekedi chacun commémoré dans son coin. Hein? Oui, cela ne veut rien dire parce qu'il y avait d'autres messes aussi à travers le monde, à Bruxelles, à Kibombo, à Kamituga, à Bandolite, n'importe où. L'essentiel, c'est de savoir qui poursuit l'œuvre de Tshisekedi. Je ne peux pas me dire tshisekédiste comme certains se disent lumumbistes aujourd'hui en bradant les richesses du Congo. Lumumba est mort pour sauvegarder les richesses du Congo et le Congo entier. Tous ceux qui bradent l'UDPS avec le pouvoir, aux côtés du pouvoir ou insinueusement contre les valeurs démocratiques ne sont pas de l'UDPS. Ils ne peuvent pas se réclamer de Tshisekedi. Tchibala ne peut plus dire aujourd'hui qu'il est de l'UDPS. Mais comment peut-il être de l'UDPS? Il était porte-parole quand vous étiez là, Tshisekedi lui a fait confiance. Mais comment peut-il être de l'UDPS et continuer à fouler au pied le testament de M. Tshisekedi? En quoi faisant? Mais M. Tchibala, c'est un usurpateur. Et M. Kabound venait de faire des aveux. La personne qui avait été désignée, et nous le disons sans état d'âme, sans rancune, ce n'était pas Tchibala. Et il le savait. C'est comme ça qu'au sortir de l'audience que M. Kabila m'avait accordée, j'avais dit Tchibala était de la maison, il connaissait la vérité. Je l'avais dit en son temps. Mais beaucoup de gens n'ont pas compris ce que je voulais dire par là. Tchibala a trahi la mémoire de M. Tshisekedi pour avoir trahi le testament, le tout dernier testament de M. Tshisekedi. Et donc, il ne peut pas se réclamer de Tshisekedi aujourd'hui. Il voulait le pouvoir, il voulait les biens matériels. Tout le contraire de la vie de M. Tshisekedi, eh bien, il a ça. Et c'est tout, qu'il reste dans son coin, qu'il ne se réclame pas de Tshisekedi. Pourquoi vous n'avez pas été Premier ministre pendant que c'est vous qui étiez le choix de Tshisekedi selon Kabound? Eh bien, ce n'est pas seulement selon Kabound, c'est la vérité tout simplement qui a mis une année à sortir, parce que nous l'avions dit depuis tout le temps, les gens ne voulaient pas nous croire. En fait, tout simplement parce qu'après l'entretien avec M. Kabila a vite constaté qu'après l'entretien avec moi, il avait en face de lui un autre Tshisekedi. Or, lui ne voulait pas que le pays aille dans le sens que Tshisekedi voulait. Il s'est rabattu sur le maillon faible qu'on appelle Bruno Tchibala et le résultat... Ils m'ont dit que cet entretien-là, c'est ce qui a fait que vous puissiez y laisser des plumes. Ça a touché à votre personnalité. Aujourd'hui, on dit que quand on parle de Moubaki, on dit oui, il était vraiment classique, mais Kabila l'a pris, l'a roulé vite fait, hein, comme Moubaki. Mais c'est tout à fait le contraire. Si j'étais dans les jambes de M. Kabila, je serais aux côtés de lui comme son Premier ministre. Le fait qu'il ait eu peur, entre guillemets, de Valentin Moubaki pour se rabattre sur Tchibala, ça veut dire que c'est Tchibala qui a été osmosé par M. Kabila. Et Moubaki, c'est un autre Tshisekedi qui a été mis de côté, tout simplement. C'est la preuve par excellence que je n'avais pas été voir M. Kabila pour négocier la primature. La primature m'avait été confiée par M. Tshisekedi qui en avait les prérogatives selon l'accord de la Saint-Sylvestre et M. Kabila n'a pas voulu respecter cette dernière volonté de M. Tshisekedi. Et pour nous, ça s'est arrêté là. Si vous voulez se rétracter aujourd'hui et vous reprenez, ça va marcher? Pour sauver quoi? Pour sauver l'accord, comme on dit, le respect intégral de l'accord. Oui, mais le Congo est où aujourd'hui avec l'accord? Il n'y a pas que cela, et je crois que nous allons en parler. Oui. M. Kabila a foulé au pied la volonté de M. Tshisekedi, la dernière volonté. À l'époque, il fallait diriger le Congo. Aujourd'hui, le Congo va à volo. Et donc, il a choisi ce qu'il voulait, c'est-à-dire faire la politique politicienne comme tout le monde, fouler au pied ce qui était convenu à Saint-Sylvestre, à la Cinco. Et maintenant, moi, je dis, je le laisse aller sur son chemin. Moi, je poursuis le mien et ça s'arrête là. Je ne suis pas une roue de réserve. Je ne suis pas une roue de réserve. Moi, je réponds de la volonté de M. Tshisekedi et à l'époque, cette volonté n'a pas été respectée et ça s'arrête là. Si aujourd'hui, ça ne va pas avec Tchibala, pour dire maintenant Moubaki venez, c'est en vertu de quoi? Ou Félix Tshisekedi, parce qu'on parle de rapprochement maintenant. Eh bien, moi, je ne suis pas le conseil spécial. Je ne suis pas son porte. De contact avec Félix. Je ne suis pas le porte-parole de Félix Tshisekedi. Posez-lui la question, mais moi, je ne suis pas une roue de réserve. J'ai été le Premier ministre désigné par M. Tshisekedi. Tout le monde le sait, tout le monde l'a su. Il n'y a pas que la classe politique qui le sait. Et même sur la table de M. Kabila, la lettre de M. Tshisekedi est sur la table de M. Kabila. Qu'est-ce que vous avez dit quand vous êtes vu avec Kabila? Vous avez dit quoi? Vous lui avez dit quoi? Il vous a dit quoi? Mais j'ai déjà parlé de cela dans la presse. En fait, M. Kabila a commencé par me féliciter pour mon courage d'avoir été le voir, parce qu'il avait adressé une invitation au rassemblement. Le rassemblement a décliné cette invitation-là. Et moi, il m'a invité comme personnalité politique, et pour cause. Quelque part, M. Kabila savait que c'est celui-là qu'on m'avait désigné. Mais on ne s'est jamais rencontré, c'était la première fois. Il voulait donc savoir à qui il a affaire, je suppose.
Et d'entrée de jeu, il me demande s'il peut me consulter sur 2 questions et faisant l'objet du dossier que les évêques lui avaient transmis. Ces 2 questions, c'était la primature d'une part et le censa de l'autre. J'ai acquiescé qu'il me consulte, qu'il me pose des questions. Et sur la primature, je lui ai raconté le contexte dans lequel M. Tshisekedi m'a désigné Premier ministre. J'ai commencé par expliquer à M. Kabila que je ne voulais pas de négociations avec Kabila. Tshisekedi m'avait convaincu après le dernier passage de Periello en novembre. Et suite à cette conviction-là, il m'a demandé d'accepter d'aller à la Cinco négocier avec M. Kabila. J'ai expliqué tout cela à M. Kabila, comment après avoir signé, M. Tshisekedi m'avait invité pour me désigner Premier ministre, comment il a communiqué cela au cacique du rassemblement. Tout ça, je lui ai dit, et j'ai pris à témoin, je prends d'ailleurs à témoin ses collaborateurs qui étaient à ses côtés, son directeur de cabinet et Maître Nkoulou d'ailleurs, qui du reste était avec nous à la Cinco. Donc, c'est cela. Et quand je lui ai exposé cela, M. Kabila a eu, j'allais dire, aussi de son côté le courage de me dire que ses relations avec l'UDPS ne dataient pas de ce jour-là qu'on se voyait. Ah bon? Ah oui, il m'a dit que nous nous rencontrons dans des capitales européennes, mais je n'ai jamais voulu médiatiser ces rencontres à la demande des intéressés eux-mêmes de l'UDPS. Et ah oui, ça je vous l'ai dit. Et il me précisera qu'il n'y a pas longtemps que Chilombo était ici, même s'il nie aujourd'hui qu'il me rencontre. Il était ici pour la dernière fois avec le conseiller spécial de M. Sassou Nguesso, M. Abbas. Moi, Kabila, je pensais que c'était pour régler définitivement les questions des obsèques de son père, mais il vient d'entrée de jeu, il me demande pourquoi j'hésite à le nommer Premier ministre, si c'est sa tête qui me faisait pas mal, qui me faisait mal. Alors moi, Kabila, j'ai arrêté cette conversation immorale. Parce que moi, Kabila, même moi, à la mort de Mouzé, j'ai attendu d'abord son enterrement avant de prêter serment. J'ai arrêté cette conversation immorale. Vous vous imaginez. Là, il a bien fait pour vous diviser. Hein, non, il a bien fait pour diviser pour mieux régner. Il a bien fait pour dire la vérité aux gens qui voient Kabila nuitamment pour des raisons que nous ignorons et plusieurs fois. Et Kamouba qui répond à une invitation parce qu'investi d'une mission de M. Tshisekedi, il devient traître, il faut l'évacuer de l'UDPS parce qu'il gêne. Voilà la réalité. Alors, par rapport à cette réalité, on dit que l'accord n'est pas respecté. Et le CLC a commencé à appeler les marches. La dernière, c'était le 25 février. La police avait parlé des 0 morts. Il ne fallait pas qu'il y ait de coups de feu. On va bien réprimer ça de manière professionnelle. Ils ont parlé des 0 morts, mais après, Eric Tombambandaka, à Kinshasa, Rossi, Mukindi Chimanga est tombé ici à Lemba, à Saint-Benoît. Votre réaction par rapport à cette manière de faire? Vous savez ce qui est dramatique dans cette affaire? Il y a eu les morts, bien sûr, il faut les déplorer. Mais il faut remonter à la quintessence même de l'accord de la Saint-Sylvestre. Nous sommes le 19 décembre 2016. Kabila a un fin mandat. M. Tshisekedi fait un discours qui nous a laissé, moi personnellement, un goût amer. Il nous demande de ne pas descendre dans la rue, il nous demande de rester calme. Ce jour-là, si Tshisekedi nous avait laissé agir, je crois qu'on ne parlerait plus de Kabila aujourd'hui. En fait, 2 jours plus tard, je verrai le président Tshisekedi me dira, Valentin, nous n'allons pas mettre le pays à feu et à sang. 1 an, aller négocier avec Kabila, ce n'est pas la mer à boire. Nous sauvons l'essentiel, mais nous allons l'éloigner de la gestion du pouvoir d'État. C'est ce que nous allons obtenir. Et donc, M. Tshisekedi a sauvé, il est venu à la rescousse du pays tout entier. Et voilà comment on les récompense. Je me demande même si M. Tshisekedi était vivant, est-ce que ce à quoi nous assistons arriverait dans ce pays? Je dis non. Et je peux même pousser heureusement plus loin. La mort de Tshisekedi n'est pas liée à cela. Parce que son existence aujourd'hui n'aurait pas permis cela. Donc il fallait donc que M. Tshisekedi soit absent de ce monde. Vous approuvez la théorie du complot sur la mort de Tshisekedi? À qui profite le crime? Tshisekedi n'est pas mort d'une embolie pulmonaire. Ah mais on nous apprend qu'il n'est même pas mort par une anesthésie générale. Nous apprenons ça, les langues commencent à se délier. Ah comment Tshisekedi est-il mort? On doit nous expliquer les circonstances dans lesquelles M. Tshisekedi est mort. M. Tshisekedi, c'est un patrimoine national. Nous devons savoir comment il est mort. Et les révélations de Michik que tout le monde commence à oublier redeviennent à la surface et ont leur pesant d'or en la matière. Il a dit que Tshisekedi est parti, il ne reviendra plus. Eh bien, c'est ça. Il avait confirmé. Ce n'était pas un lapsus lingue. Il a confirmé ce qu'il disait. Il a même dit, je vous prends à témoin et je vous lance un défi. Il avait dit ça. Donc il était certain de ce qu'il disait. Il avait la certitude de ses propos. Donc voilà. Donc Tshisekedi a été tué? Tshisekedi n'est pas mort pour rien. Il a été tué par qui?
à qui profite le crime? C'est la première question que le commissaire de police qui enquête sur un cadavre pose. Pour savoir, l'auteur de ce crime-là doit avoir eu un intérêt direct avec cette mort-là. C'est qui selon vous? Ah, mais regardez comment le pays marche. Et ce ne serait pas un seul centre d'intérêt ou une seule personne. C'est une coalition des gens qui profitent de la mort, de la disparition du président Tshisekedi. Et les choses sont claires aujourd'hui. Soit près de lui, soit loin de lui. Alors, Rossi Mukendi tombe. Votre analyse par rapport à cette situation? Rossi Mukendi tombe et d'autres tomberont parce qu'il paraît qu'il y a d'autres matchs qui sont programmés. Tout cela veut dire quoi? Le schéma que Tshisekedi avait proposé au pays pour sauver le pays, M. Kabila n'en veut pas, tout simplement. Et nous, à l'époque, nous avions déjà dit que l'accord n'existe pas. On ne nous a pas donné raison, on ne nous a pas suivis. Cet accord n'existait pas. À partir du moment où M. Kabila a initié un arrangement particulier, taillé sur sa mesure, c'est-à-dire qui n'a pas été négocié et conclu, dans les mêmes conditions de forme et de fond qui ont prévalu à la négociation de la première partie signée le 31 décembre, ça veut dire que la deuxième partie n'étant pas là pour être adjointe à la première partie, cet accord n'existait pas. L'arrangement particulier, ce n'était pas un avenant à ce que nous avions signé. Ce n'était pas un addendum à ce que nous avions signé. Et les juristes savent ce que ça veut dire. Tout simplement, ça veut dire que ce que nous avions signé le 31 décembre, c'est un pied, il manque un autre pied qu'on appelle arrangement particulier. Et dans ces conditions, l'affaire n'est pas accomplie. Il n'y a pas d'accord juridiquement parlant. Maintenant qu'il n'y a pas d'accord? Et pendant qu'il n'y a pas d'accord, il faut trouver autre chose. Trouver quoi? Pour cela un troisième dialogue? Non, surtout pas, parce que le dialogue a eu lieu, il y a eu un accord. C'est la raison pour laquelle je soutiens à 100% les propos du cardinal Mosengo. Le cardinal Mosengo ne nous dit pas qu'il faut marcher pour appliquer l'accord, tel que la Cinco le dit. Le cardinal Mosengo dit nous marchons pour que les médiocres dégagent. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a plus d'entente possible. Et c'est cela notre position. Mais les médiocres vont dégager comment? Ils ont des kalachnikovs, ils ont des lacrymogènes, mais ils tuent. Oui, ils tuent. Ils tirent sur les chrétiens. Oui, ils ont la gâchette facile. Oui, ils tirent sur les chrétiens, ils ont la gâchette facile. Mais croyez-moi, il y a eu pire qu'eux qui ont tué de par l'histoire de l'humanité. Même l'histoire récente de l'Afrique. Ils sont partis. Ils finiront par partir. Quand vous voyez tous ces chefs d'État qui défilent au Congo, ce n'est pas parce que ce pouvoir, comme je l'ai lu quelque part, n'est pas isolé. Non. Quand vous voyez un malade couché dans un hôpital et que des médecins commencent à se relayer à son chevet, dites-vous bien que le diagnostic vital est déjà engagé, est déjà entamé. Il y a une mort qui est déjà là, imminente. C'est ça le Congo. C'est ça le régime Kabila. Ce régime est arrivé à sa fin. Il n'y a plus de régime à sauver. Nous l'avions dit au mois d'octobre de l'année dernière. Et même, plus que les jours passent, plus même la peau de Kabila sera difficile à être sauvée. Et je le lui ai dit publiquement ici, dans une matinée politique. Comment ça pourrait être difficilement être sauvé? Eh bien, voyez comment tout le monde vient ici. Et même le Botswana déclare qu'il est prêt avec une armée pour venir chasser Kabila. Une armée ne vient pas distribuer des roses, des fleurs de roses. Une armée vient pour déchoir par la violence. Et on ne va pas déchoir un régime en laissant en vie l'auteur, le gourou de la secte de ce régime-là. Les choses sont claires, le Zimbabwe l'a dit. Et quand le Zimbabwe le dit, ça ne vient pas seulement du Zimbabwe. Non, mais quand le numéro 1 des Nations Unies vous dit que le Congo c'est un abattoir humain, il n'y a pas pire mot que ça. Il n'y a pas pire mot que d'exprimer ce qui se passe au Congo. Et à ce moment-là, il n'y a plus de circonstances atténuantes. Quand vous érigez des abattoirs pour abattre des humains dans votre pays, vous n'êtes plus un pays. Vous n'êtes plus un dirigeant. Vous voyez. Quand on cherche des Kalachnikov dans l'Est pour défendre l'intégrité du territoire, en Ituri encore ce matin, 30 personnes viennent de tomber. L'armée ougandaise a fait incursion. Les gens tombent au Congo, hein, dans l'Est. Les gens peuvent se promener avec des vaches jusqu'au Kwango. Mais quand les gens marchent ici, là on voit la force de l'armée, de la police. Comment vous analysez cette situation? Non, c'est une situation que nous avons vécue de par l'histoire, peut-être pas contemporaine, mais moyenâgeuse, et j'en passe. Dans les pires dictatures, nous avons connu cela. Mais nous savons comment ces dictatures ont fini, de la même manière, dramatiquement. Et leurs dirigeants et leurs régimes, et leurs turiféraires qui entretenaient ce genre de situation. C'est ce qui arrive. Nous sommes des témoins, vous et moi, privilégiés de l'histoire macabre de ce pays. Nous allons assister à la
ce qu'on appelait à la chute de Constantinople à l'époque. Nous allons assister cela. Oui, mais il y a les élections, c'est pour bientôt. Et il n'y a pas d'élection. On va même parler avec vous pour la machine à voter, dont vous avez été invité. Il y a les élections au mois de décembre. Est-ce que vous ne pouvez pas attendre, demander vos marches, Moubaki, calmez-vous d'abord là-bas avec votre base. Allons aux élections, puisque vous avez une base, vous allez être élu. Pourquoi vous voulez les désordres? Donc vous êtes contre les élections. C'est comme ça que la majorité dit cap vers les élections. Mais nous avions eu des élections en 2006. Où est Bemba aujourd'hui, qui est allé crédibiliser ces élections? Il est à La Haye. Ce n'est pas parce que ces militaires ont tué en Centrafrique qu'il est là-bas. Parce qu'on tue chaque jour dans ce pays. Ce n'est pas parce qu'il est allé en Centrafrique. Les armées étrangères sont dans ce pays. Ils tuent au vu au-dessus de tout le monde. Le rapport mapping des Nations Unies vient d'être ressuscité. Vous savez, plus de 600 pages des massacres de 93 à 2003 dans ce pays. Qui ne connaît pas ce qui se passe dans ce pays? On n'a jamais arrêté personne. Donc Bemba est là, ce n'est pas à cause de ce qu'on dit. Mais il est là pour autre chose. En 2011, Tshisekedi a gagné les élections, vous connaissez la suite. Tshisekedi n'a pas exercé le pouvoir dans ce pays. Donc les élections ne sont pas une fin en soi dans la situation politique de ce pays. Et je voudrais que ceux qui nous suivent soient conscients de cela. Détrompez-vous. Les élections ne sont pas la solution aux problèmes que nous avons. La solution, c'est quoi? Et c'est pour cela qu'on veut nous amener à des élections vaille que vaille. Ah, c'est comme ça que Joseph Kabila a raison. Il dit qu'il faut réfléchir entre élections et développement. Non, non, c'est tout à fait autre chose. Parce que vous dites que les élections ne sont pas... On ne développe pas un pays qui n'est pas dans les conditions normales de développement. Et le Congo a perdu tout repère comme un pays. Tout repère. Nous sommes un pays qui ne répond plus à la définition d'un pays. On devait avoir un territoire que nous contrôlons. Nous ne contrôlons pas. Vous venez de parler de l'Ituri avec des militaires ougandais. Je vous parle des Mbororo. Je vous parle des éleveurs qui se baladent partout où ils veulent pour s'installer sans aucune forme de loi qui autorise cela. Et donc, nous ne sommes pas un pays sur le plan même du contrôle du territoire national. Nous ne sommes pas un pays sur le plan de la démographie de ce pays, de la population. Nous ne savons pas qui est Congolais, qui ne l'est pas dans ce pays. Vous venez de n'importe où vous arrivez, vous devenez Congolais, vous faites ce que vous voulez. Nous ne sommes pas un pays par rapport à un pouvoir qui n'existe plus. Aucune institution n'est légitime dans ce pays. Vous voyez donc, et le dernier critérium pour être un pays, être reconnu au niveau de la communauté internationale, quand des pays disent qu'ils vont venir chasser votre président pour installer la démocratie, c'est vous dire que vous n'êtes plus un pays par rapport à aucun critère de définition des politologues pour définir un pays. Dans ces conditions-là, commencez par redevenir un pays en quoi faisons en quoi de vous développer. Hein? En quoi faisons? Mais c'est tout à fait simple. Nous disons qu'il faut remettre de l'ordre dans le pays. Les médiocres doivent dégager, comme l'a si bien dit le cardinal. Ils partiront comment? Ils vont partir, je vous prends... Le pouvoir, ça s'arrache. Oui, mais nous sommes en train... Kabila, c'est surarmé. Hein? Oui, ce n'est pas cette armée-là. C'est pas parce que Moubaki a dit 20 personnes, il va chasser Kabila. Ce n'est pas cette armée-là qui va tuer 80 millions de Congolais. Elle va tuer une dizaine Encore qu'il faudrait savoir que si vous avez 80 millions, parce que la majorité présidentielle est majoritaire, donc... Elle est majoritaire encore. Elle a la majorité de la population. Elle est majoritaire dans les couleurs des bérets rouges. On a vu les bérets rouges qui sont partis. Et ça s'arrête là. Et je ne parle même pas de ce que nous voyons, de ce comportement privé soit-il, comment ces gens-là vivent leur vie. Et quel modèle peuvent-ils donner aux Congolais, à leurs enfants, par exemple, qui ont vu ces images-là. Avec tout ce modèle-là, biaisé et noirci, je ne sais pas quelle image ils vont donner. Donc ça veut dire que ce combat multifold est en train de produire des résultats. Monsieur Kabila et son régime ne vont pas tuer 80 millions de Congolais. Nous avons déjà l'indignation au niveau mondial et c'est déjà beaucoup. Nous n'avons jamais atteint le niveau actuel de dédain, je pèse mes mots, et de répulsion d'un régime par sa population. On n'a jamais vu ça. Partout au Congo, je dis bien partout au Congo, il n'y a pas un seul endroit où on voit des gens librement applaudir ce régime. Aucun endroit. Et donc, un régime comme celui-là est voué à la disparition. Et ça ne peut plus durer longtemps. C'est pour bientôt. Et M. Peter, faites-moi confiance. Est-ce qu'un cardinal doit prendre un camp de Moubaki et dire qu'il faut chasser les médiocres? Mais une église et un cardinal doivent être pour tout le monde. Mais oui, il n'a pas dit qu'il était contre qui que ce soit. Mais il doit aussi, dans le cadre de la mission prophétique de l'église catholique, dire la vérité. Protéger le peuple de Dieu. C'est un berger. Et dans ce cadre-là, ne lui demandez pas d'être au milieu du village comme certains veulent argumenter. Au milieu du village, c'est-à-dire entre le mal et le bien. Lui, il doit être du côté du bien et pas du côté du mal. C'est ce qu'il a fait. Et ce que je lui exhorte à continuer à faire. Je lui demande de continuer à le faire sans désemparer et sans discontinuité. On vous a invité à la CENI?
pour aller... On a vu le président de la CENI inviter l'UDPS, le MLC, l'UNC, tout le monde est passé. Comme personnalité politique, on vous a invité. Vous Oui, partir? j'ai reçu une invitation hier le 2 mars, tard le soir, qu'on est venu me remettre ici pour une invitation prévue pour mardi à 14h. Et on nous demande... Mardi 6 mars. Hein? Mardi 6 mars. Et il me demande, Nanga, qui a signé l'invitation, le président de la CENI, d'échanger sur le processus électoral. Il se réfère pour cela à un paragraphe de l'accord global inclusif de la CENCO, le paragraphe 4 romain.1. J'ai lu ce paragraphe, mais je lui rappelle le paragraphe qui suit juste après, 4 romain 5. Ce paragraphe est très clair. À la CENCO, sur la CENI, nous avons dressé un constat que l'impartialité et l'indépendance de la CENI n'étaient pas à l'ordre, n'étaient pas avérées. L'impartialité et l'indépendance de la CENI n'étaient pas avérées. Et donc la confiance entre la CENI et les différents compétiteurs politiques n'était pas avérée, n'était pas acquise, la confiance. Je cite les mots de cette disposition-là. Voilà le dispositif qui argumente. Et nous disons alors, pour regagner cette confiance-là entre la CENI et les différents compétiteurs politiques, la CENI doit être redynamisée dans les plus brefs délais. Nous sommes le 31 décembre 2016, oui. Dans les plus brefs délais. Et cette redynamisation doit concerner aussi bien les structures, suivez-moi, de la CENI que son fonctionnement et même le renforcement de sa capacité interne pour une bonne gestion et la transparence dans les opérations préélectorales et électorales. Un peu plus haut, nous avions dit qu'il fallait diligenter un audit externe sur la gestion de la CENI. Vous vous rappelez, des banques de la place ici avaient détourné... Ah ben c'est vous qui le citez. J'ai l'information. Pour pouvoir détourner les fonds de la CENI. Tout ce que nous avons demandé sur la CENI dans l'accord n'a jamais été respecté. Donc la CENI doit commencer par le point de commencement, sa redynamisation, parce qu'elle n'inspire pas confiance. Avant d'éviter les gens de faire du folklore n'importe quoi. Et Moubak ne peut pas aller à la CENI qui, dans sa configuration actuelle, par rapport à l'accord, n'est pas dans les conditions satisfaisantes. Vous refusez de partir? Je refuse d'y aller aussi longtemps que la CENI va demeurer dans la configuration actuelle qui ne correspond pas à ce que l'accord a exigé. Vous n'auriez pas dû partir et puis poser le problème là-bas et pour revenir. Quel est le problème là? C'est toujours ça qu'on dit de nous. De la même manière que vous êtes parti pour Kabila. Vous voyez aussi Nanga, oui, peut-être qu'il va vous entendre comme Kabila. Moi j'ai été voir Kabila parce que investi d'une mission de Tshisekedi. Je n'ai pas été investi par Tshisekedi pour aller voir Nanga. J'étais à la... Maintenant Tshisekedi est mort. Mais la CENCO, nous avons un accord. Nous avons un accord. La CENI a cet accord. Nanga avec sa CENI était à la CENCO. Et nous lui avons parlé. Et il a lu l'accord, ce que nous avons exigé. Et Nanga le sait, que Nanga ne travaille pas dans une bonne harmonie avec les désidératas de la population. Et tant qu'il en sera ainsi, par rapport à ce que nous avions exigé, vous savez, l'arrangement particulier, l'accord, on parle de dissipation politique, mais ça fait partie aussi de ces grandes mesures de dissipation politique. Comment vais-je aller moi aux élections quand ces élections sont confisquées par un bord politique? Nous écrivons dans l'accord qu'il n'y a pas confiance entre la CENI et les différents compétiteurs politiques. Nous écrivons dans l'accord, et les gens de la majorité étaient là, ils ont signé. Nous écrivons dans l'accord que la CENI n'est pas impartiale, la CENI n'est pas indépendante. Dans l'accord, vous imaginez. Et aujourd'hui, je vais moi me balader, aller voir Nanga pour lui dire quoi? Qu'il dégage, tout simplement. Qu'est-ce qu'il va me montrer? La machine me convainc, la machine a voté. La machine a voté. Mais les fabricants de ces machines ont émis des réserves, pour ne pas dire ils ont rejeté ces machines. Quand la superpuissance technologique de ce monde nous recommande de ne pas utiliser cette machine, ça veut dire quoi? Les États-Unis d'Amérique. Eh ben, pour ne pas la citer. Pour ne pas les citer. C'est le rejet. Et à partir de ce moment-là, on nous dit non, s'il n'y a pas machine, il n'y a pas élection. Eh bien, vous allez disparaître avec votre... Il n'y a pas élection, c'est pas machine par rapport au... Eh bien, il n'y aura pas de machine. On va voir qui va triompher entre la population. Rossi disait, le peuple gagne toujours. Et c'est le moment... Oui, c'est le moment de le paraphraser. Le peuple ne perdra pas ce combat. Et d'autre part, on nous dit, eh bien, il faut demander l'expertise telle que la CENCO l'a demandé. Et là, je regrette beaucoup. On ne peut pas expertiser 50 000, 60 000 machines. Certifier ces machines. Mais les certifier comment? Parce qu'il y avait 60 000 bureaux de vote la fois dernière. D'en fait donc 60 000 machines.
Vous allez les expertiser comment? 60 000 machines. L'expertise en pareille circonstance procède à l'échantillonnage. M. Nanga et M. Kabila vont vous donner une centaine de machines qu'ils vont faire fabriquer selon les normes et après ils vont passer commande de 49 000 autres machines truquées et vous allez devenir ridicule à ce moment-là. L'échantillonnage n'est pas la solution ici, c'est le rejet. Et j'ajoute un autre argument. Vous savez, dans le monde de consommateurs, il y a un principe. Quand vous ne connaissez pas les conséquences immédiates de l'utilisation, de consommation d'un produit, c'est le principe de précaution. Ils vont rejeter ce produit. C'est le principe qui est appliqué par les pays sur ce qui concerne les OGM, par exemple. Les conséquences sur l'environnement, sur la santé humaine, eh bien, le principe de précaution exige qu'on rejette tout simplement l'utilisation. On rejette et puis après, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, nous faisons ce que nous avions fait en 2006 et en 2011. Des élections catastrophiques. Ah non, les élections étaient catastrophiques par certains voulu qu'elles soient catastrophiques. Il n'y a jamais jamais... Les élections mènent la paix. Ah ben donc il faut éviter les erreurs du passé. Et les donc erreurs il faut une machine qui vienne nettoyer tout ça. Les erreurs ne viennent pas de la machine, mais de l'homme qui manipule la machine, et encore la preuve. Le cardinal à l'époque déjà en 2011 vous disait les résultats qui étaient publiés 3 jours après le début de la publication, ces résultats n'étaient ni la vérité ni la justice. Ni conforme à la vérité et à la justice. Ni conforme à la vérité ni à la justice, et nous le savions, nous le savions. Il a commencé avec Kabila depuis longtemps, le cardinal. Non, c'est pas depuis seulement là-bas, il a commencé même avec Mobutu. Moi j'étais son rapporteur pendant 5 ans, le rapporteur du Haut Conseil de la République issu de la CNS. J'étais avec Monsengo. Ah, le complot a commencé depuis longtemps. Nous étions 5 personnes. Pour vous rafraîchir la mémoire, le cardinal Monsengo, Papa Ileo paix à son âme, Lutundu la Apala, Kinké la paix à son âme et Valentin Moubake. Et dans notre constitution de l'époque, tous les documents pour être valables qui sortaient de ce parlement-là, selon notre règlement intérieur, devaient être signés par Monsengo et Moubake. Et j'ai fait ça pendant 5 ans aux côtés du cardinal Monsengo, aujourd'hui Monseigneur à l'époque. Donc il n'a pas commencé aujourd'hui. Je sais comment il a mené son combat. Vous voulez pas vous je lui demande de tenir bon. D'accord. Vous ne voulez pas vous rejeter après. Il n'y a pas élection. Qu'est-ce qui arrive? Qui devient président? Mais mon cher ami, cette question-là, vous savez, elle m'offusque chaque fois qu'on me la pose. C'est Kengo 80 millions de Congolais. 80 millions de Congolais. C'est Kengo. Donc tout ce travail, ce sera fait pour Kengo alors. J'ai déjà vu Jean Afrique qui vient de bosser son portrait. Hein? Kengo peut bien mijoter ce qu'il peut mijoter. Kengo ne dirigera pas. Mais si vous chassez Kabila, c'est Kengo qui constitue. Là, vous n'allez plus respecter la Constitution parce que ça vous a... Mais la Constitution n'existe plus dans ce pays. Nous sommes déjà hors Constitution. Nous n'avons pas d'élection depuis 2016, à la fin du mandat. Aucune institution n'est valable. Aucune. Nous sommes dans quelle Constitution? Nous ne sommes plus dans la Constitution. Si Kabila partait, vous réussissez à chasser Kabila. Dans un régime spécial. Ça va faire quoi? Vous allez vous regarder de nous, vous allez faire comment? Oui, mais la prise de la Bastille a donné lieu à quoi? Tout à fait autre chose. C'est cela. Le peuple va se décider sur l'après-Kabila. Et du reste, nous sommes déjà dans l'après-Kabila. Quand vous voyez tout ce balai diplomatique, nous sommes dans l'après-Kabila. Un mot par rapport à ce balai diplomatique, ça augure quoi? Ça augure la fin du régime, ça augure une fin, la recherche d'une solution paisible au départ de M. Kabila et de la fin de son régime. Et j'espère qu'il va comprendre qu'il n'y a pas de résistance possible devant une telle grogne, qu'elle soit interne ou externe. Ce n'est plus possible. Il n'y a plus de régime à sauver. Je ramasse ça en gros, parce que moi j'aime qu'on parle des sujets d'actualité, et puis j'ai même mes questions à moi, par rapport à l'observation. M. Valentin Moubake, comment dans un pays, je reviens dans les DPS, on n'a pas fini là-bas, comment dans un pays comme le nôtre, avec des gens comme des Valentin Moubake, le Congolais vit dans une misère comme pas possible. Nos voisins, le Rwanda, maintenant que je vous parle, Porsche signe là-bas pour fabriquer des véhicules, 5000 véhicules par année. Même le petit étudiant doit avoir sa voiture. La voiture ne peut pas être du luxe. Le lait, c'est à la portée de tout le monde. L'école publique qui est gratuite. Le courant avec le lac qui vit. Avec du gaz, ils ont du courant. Mais comment ici, chez nous, mettre le pain dans la bouche est un problème. C'est-à-dire que le Congolais aujourd'hui, le Grand Congo, est réduit à quoi aujourd'hui? Ne vous épromenez pas par des exemples, M. Peter. Tout cela relève d'une seule question, le manque de leadership. Le manque de leadership. Le Congo n'est pas dirigé. Il faut avoir le courage de le dire haut et fort. Le Congo n'est pas dirigé. Tout simplement. Regardez, je viens de lire la guerre de l'eau. Nous devons nous prendre l'eau du Bangui, nord et sud du Bangui, pour alimenter et remplir le lac Tchad. Vous savez quelles sont les conséquences de cette affaire-là sur l'écosystème?
C'est comme si, vous voyez, vous prenez une quantité d'eau. Cette eau-là vient de quoi? De la pluviométrie, des affluents, des écosystèmes, et tout ça est asséché. Cette quantité-là qui alimente, parce qu'elle n'existera plus. Et quelle sera la conséquence sur l'écosystème? Qui a fait un modèle réduit mathématique sur l'évolution de l'écosystème environnant pendant 10 ans à venir, pendant 10 ans à venir par rapport à cette ponction-là. Qui? Voilà encore un exemple qui est d'actualité, parce qu'il y a un pays qu'on appelle le Nigeria et la Chine qui ont eu leur magot, qui ont leur projet dans la tête, ils donnent quelques fonds à gauche, à droite, et tout ça est ficelé sur le dos des Congolais. Le Congo n'est pas dirigé. C'est un problème de leadership. Et Tshisekedi ne cessait de le dire. Tshisekedi n'a cessé de le dire. Et aucun Congolais va bénéficier de ça. Alors, ça veut dire... va partir là-bas. Non, mais non. Aucun Congolais ne va... Non, les gens vont avoir leur prébande à gauche et à droite sous la table, comme le pétrole est ponctionné au large de Mwanda. Comme le cobalt, comme le cuivre, cobalt, le cuivre. À droite. Vous imaginez? Nous bénéficions de quoi? De rien. C'est ça que... C'est ça. Vous êtes la mauvaise gouvernance et le manque de leadership. Bloomberg vous a montré 80 sociétés. 80 sociétés d'une famille qui est dans tout, même dans le charbon, les Makala. Et vous voulez quoi que les résultats? Il n'y aura pas de miracle par rapport au développement du pays, par rapport à l'amélioration des conditions socio-économiques des Congolais. Notre problème, c'est de changer ce leadership. Et quand Mosengo parle de médiocre, le cardinal, le mot n'est même pas fort, le mot n'est même pas approprié. Il est très bon. Il est très bon. Voilà vous-même les questionnements que vous posez. Comment un pays qui a 70%, je dis bien 70%, des réserves mondiales du cobalt, vous prenez des gisements entiers, vous donnez à des copains, dans des gré à gré, des gisements entiers, donc des individus comme Dan Gettler commencent à exploiter 70% des réserves mondiales d'un pays en cobalt. Ça veut dire tout ce qui est programme des véhicules électriques, tout ce qui est programme nucléaire, tout ce qui est programme dans le domaine spatial, c'est ce monsieur-là qui va orienter cela. Où est-ce que vous pouvez comprendre des choses comme ça? Quand vous avez un code minier qui vous dit le pays est divisé en carrés miniers, tout celui qui achète un carré minier, il devient propriétaire de ce qui est en dessous dans le sol de son carré minier. Donc vous amenez votre veste au lavage, on vous lave la veste devient propriétaire de la maison qui a lavé. Vous avez déjà vu ça? C'est quelle logique ça? Mais c'est ça qui se passe dans ce pays. Quand il met dans le même code minier, l'article 276, lisez cet article-là, il parle de clause de stabilisation. Stabiliser le pillage. Ils disent que le jour où le Parlement congolais va modifier une seule disposition du code minier, à dater du jour où vous allez voter cette modification, tous les bénéficiaires des avantages dans le cadre de ce code minier maintiennent leurs avantages pendant 10 ans. Vous allez appliquer vos modifications 10 ans après. Vous avez déjà vu un pays comme ça où? Vous avez déjà vu. Et il y a un parlement. Des choses comme ça. Ah mais voilà. Il y a un parlement, soi-disant, il y a une classe politique, soi-disant, qui est incapable de voir un seul instant où elle intervient. Et je peux vous dire des exemples. Moi, j'ai des copies des contrats léonais. J'ai fait une émission en 2004, que je vais lancer avec d'ailleurs le vice-ministre de l'Intérieur Ndeko Bazile. Je crois qu'il va se morfondre quand il va vivre. Il ne faut pas citer des noms ici. Oui, non. Va énerver la population. Mais il va savoir. Je vous épargne des noms qui vont énerver. Oui, en tout cas, il va se poser la question de savoir si c'était lui le journaliste qui me posait des questions. J'ai retrouvé un DVD de l'époque où je parle du pillage. 2005. Donnez-moi ça. 2005. Qui parle de voix de mémoire. Voilà, j'ai pensé à vous. Qui parle du pillage des ressources de ce pays, où je vous montre les contrats de Malta Forest, les contrats de Dan Gettler, le roi du Katanga, qu'on dit aujourd'hui. Mais tout ça a été fait depuis 2003, 2004, 2005, 2006. Nous sommes dans le pillage dans ce pays. Et vous comprenez pourquoi le secteur des mines n'a connu qu'un seul ministre depuis jusque-là. Où avez-vous déjà vu un ministre? Le chef coutumier, Martin Kabouloul. Où est-ce que vous avez... cette fois-ci, c'est vous qui citez les noms. Moi, je cite les noms. Oui. Je connais pour aider les téléspectateurs. Alors, comment pouvez-vous... Le ministre des Mines de la RDC. Comment pouvez-vous... C'est pas Martin Kabouloul, oui, exactement. C'est le ministre des Mines. Voilà, comment pouvez-vous expliquer des choses comme ça? Si ce n'est pas un maintien d'un système mafieux que lui contrôle. Bon, la question est celle-ci. Vous avez des histoires comme ça, vous bouffez. Les gens souffrent. Mais ils vont à l'école de manière difficile, ils terminent, ils n'ont pas de travail. C'est encore une autre question que je vous pose. Et puis ils créent des petites structures dans les avenues parce qu'ils n'ont pas de boulot.
Les fonctionnaires ne sont pas bien payés, c'est leurs femmes qui vendent dans les rues. Arrêtez-vous d'abord là-bas, ils sont au bord des routes, vous les dégagez. C'est ce que je vais poser comme question. Vous les violentez. Vous leur violentez pendant que les mines que vous vendez, et non pas ça. Le peu, avec leur intelligence, ils créent dans les rues pour survivre. Leurs maris sont des fonctionnaires, les femmes viennent vendre dans les rues. Leurs maris, c'est des militaires, des policiers. Vous venez encore vous vendre. Est-ce que, selon vous, lorsque l'État agit de la sorte, dans un pays où il existe un certain Valentin Moubaki, il faut que les gens qui vous suivent maintenant fassent quoi? Les gens qui me suivent comprendront que ce n'est pas la première fois que je dénonce cela. Je l'ai dénoncé dans tous les médias depuis plus de 10 ans maintenant. Je ne fais que ça. Vous savez, Valentin Moubaki n'a pas une arme, n'a pas une Kalachnikov, il n'a que sa langue. Et il a la formation reçue aux côtés du vaillant combattant Etienne Tshisekedi Wamuluma. Je ne fais que ça. Jamais, jamais ils ont entendu Valentin Moubaki caresser ce pouvoir dans le centre de poil. Jamais. Parce qu'il n'y a même pas de poil à caresser. Une fois, vous avez appelé Kabila président à la sortie de l'audience. Oui, je l'ai appelé président même aujourd'hui. C'était pour la première fois. Non, je peux l'appeler président aujourd'hui. Parce que vous l'appelez M. Kabila. Oui, je continue à appeler les deux. Vous savez pourquoi? Du vivant de Tshisekedi. M. Kabila a été reconnu président de ce pays et Tshisekedi président du Sensa. Donc voilà, même si M. Kabila s'est mal comporté vis-à-vis de l'accord et particulièrement vis-à-vis de M. Tshisekedi, nous faisons notre travail citoyen, nous adoptons notre comportement. Vous avez toujours le moyen. Non, c'est ça la vérité. Vous savez, le jour où Tshisekedi m'a dit, c'est vous le Premier ministre, vous savez ce qu'il m'a dit? Et j'ai dit ça à M. Kabila. Je l'appelle M. Kabila pour qu'il se remémore ce que je lui ai dit. Je mets ça sur la place publique. Vous l'avez dit ça? J'ai dit à M. Kabila, M. Tshisekedi m'a appelé, il m'a dit, c'est moi le Premier ministre. Mais me connaissant, il me dit, Valentin, je ne veux pas de remous. Je ne veux pas que vous alliez ouvrir des placards parce que vous y trouverez beaucoup de cadavres. Vous n'aurez même pas le temps d'instruire des dossiers. Amenons tout droit aux élections. Voilà ce que Tshisekedi m'avait dit. Voilà la grandeur de cet homme-là. Et j'avais dit ça à M. Kabila. C'est pour cela aujourd'hui quand je dis M. Kabila, il n'y a plus de régime à sauver. Il ne reste que sa peau à sauver. Et plus les jours passent, plus même sa peau sera difficile à sauver, je sais de quoi je parle. Parce que je lui ai dit ça, les thèmes de M. Tshisekedi. Je n'ai pas caché. Et je vous le répète, c'est une primeur que j'ai réservée au vrai journal. Merci beaucoup. Pour finir... Et donc, pour revenir à ce régime qui chasse même les riverains qui essaient de survivre, ça traduit la méchanceté de ce régime. Bon, Kabila a voulu transformer, il ne vous a pas transformé. Pendant que lui se battait pour la Constitution, vous étiez tous dans les bars. Oui. La méchanceté de ce régime. Ce régime qui tient une seule chose, piller le Congo et s'enrichir, et tout le reste ne le concerne pas. C'est ça justement. Et nous, je dis à quelque chose, malheur est bon. La souffrance que les Congolais endurent, aucun pays au monde n'a atteint ce niveau de souffrance. Ça veut dire qu'il fallait aussi que les Congolais vivent cela pour qu'ils se réalisent leur responsabilité dans la débâcle de ce pays. Parce qu'on n'a que de régime que l'on mérite, disait un philosophe. Nous avons mérité cela. Nous avons passé notre temps... Nous avons mérité ces médiocres. Nous avons mérité ces médiocres parce que nous avons passé notre temps à boire et à danser. Chaque jour qu'il y a un match au Stade des Martyrs, regardez comment les gens vont là-bas. Mais convoquer un débat à la télévision, ils cherchent là où est la musique, là où on va boire, là où on va danser. Ça veut dire les Congolais, c'est la bière, les femmes, les voilà. Donc ça veut dire qu'il fallait que nous soyons au creux de la vague pour comprendre que nous sommes en train d'être broyés. Et je crois que la relève qui est pour bientôt, selon moi, va balayer tout cela et va constituer la renaissance de ce pays, le Congo. Mais encore une fois, ce ne sont pas les élections qui vont nous remettre sur pied. C'est quoi? Nous devons remettre le Congo sur les rails. Quand nous chassons les médiocres, nous reprenons les choses en main, nous arrangeons tout. Vous ne connaissez même pas qui est Congolais, vous ne connaissez même pas qui contrôle vos frontières, vous ne connaissez même pas quelles sont vos autorités parce qu'il n'y a plus d'institutions. Il faut remettre tout cela en place. Et ça prendra le temps que ça prendra. Demain, nous ne voulons pas que des gens viennent nous dire ici, oh non, droit de l'homme, vous devez aller aux élections pour avoir quoi? Tshisekedi vous a dit de ne pas aller aux élections en 2006. Parce que tout ce que nous avions convenu à Sun City, le 1+4 a refusé ça. Le recensement de la population, l'identification de nationaux, la pacification du pays, la constitution d'une armée républicaine. De tout cela, rien n'a été fait. Et voilà le résultat. Et voilà le résultat. Nous qui étions avec Tshisekedi, nous allons crier haut et fort que nous ne voulons plus des raccourcis. Le monde, la nature, disait le cardinal Mosengo à la Sainte, au CNS.
à la CNS. La nature n'est pas faite des enjambées. Quand un enfant naît, cet enfant commence par s'asseoir avant de ramper, se mettre debout et plus tard commencer à courir. Nous devons respecter les étapes obligées de la nature. Et ici, chez nous, nous avons voulu faire et nous voulons utiliser la jurisprudence qui a eu lieu au parti en 94, Bondeko, qui a sorti 4 personnalités. En fait, c'était 4 ambitions qui se disputaient la présidence à l'époque. Kibasa, Liaou, Mbouakiem et Tshisekedi. Kibasa représentait les Swahiliphones, Tshisekedi représentait les Kasaïens, Mbouakiem représentait les Né-Congo et Liaou les Lingalaphones. Utilisons la même formule. Je souhaite que Félix soit l'homme de l'espace kassaïen au directoire. Je souhaite que Moubaki soit l'homme de l'espace swahiliphone au directoire. Les Né-Congo vont nous donner quelqu'un aussi, et les Lingalaphones, et nous allons construire ce directoire. Nous allons gérer ensemble, dans l'unité, nos ambitions, dans l'intérêt supérieur de l'UDPS et de la nation congolaise. C'est possible. C'est possible, à cette condition-là. Valentin Moubaki, merci. C'est moi qui vous remercie. Ta position dans les futurs dépend de ta vision dans les présents. Est-ce que tu le sais? La connaissance te placera au-dessus de ta génération. Tu risques de perdre le peu que tu possèdes en t'attachant à ceux qui n'ont rien à perdre. Alors sois prudent. Bato bozadi na dibanda ya mboka boyeba bobunda pona mboka mboka ezala bomoko bomoko ya mboka